this is technical. You really want to go into it? Yes, go. All right. There is a social agreement that what we see from lenses is an accurate depiction of the world. And it's not true. We have an enormous technical kludge in everything we do because all of the film plane, or the sensor, the computer sensor, the chip in all of our cameras is flat. Our eyes, the receiver, the chip, the film in our eyes is spherical. I would like to really do a test. I want to use 3 little chips times 7, like 21 cameras out of cell phones, all locked together, and have the computer build an image out of it. So it'd be somewhat like the eye of a fly, and I'd like to see what that looks like. I'd deeply like to see what that looks like. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah. Salut les kids, bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 27. Cette semaine émission, la taille compte, profondeur et perforation. Belle, 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 belle comme l'amour, blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cow-boys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris ou pas, nous allons donc parler, comme je le disais, de taille qui compte et de cinémascope notamment, mais pas que, à l'occasion de l'apparition d'un ouvrage aux presses universitaires de Rennes, donc au pur de l'écran géant à l'espace domestique, histoire et esthétique des formats cinématographiques. Donc nous allons parler formats de production, de filmage et de diffusion. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a l'un des co-directeurs de cet ouvrage, donc Simon Danilou. Simon, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'accueil. Dit Simon l'ancien, car il y a avec nous un autre Simon qui a écrit dans ce livre, Simon Gosselin, dit Simon le jeune. Bonsoir Simon. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, attention, exceptionnellement, il y a Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Voilà. C'est un peu le bazar. Oui, voilà, c'est pour ça on s'est dit que vu que c'est une émission, on va parler de trucs techniques, on s'est dit autant mettre le plus compétent d'entre nous à la mise au son, parce que donc Valentin ne peut pas être au dénôtre ce soir suite au dernier soubresaut qui secoue la France et l'université Rennes 2. Valentin a été mobilisé sur d'autres événements, pas pour aller taper sur des manifestants, mais sur du travail honnête. Et donc normalement le docteur Erwan devrait nous rejoindre tout à l'heure si les transports en commun le permettent de rentrer du fin fond de la Bretagne, de l'Oudéac. J'espère pour lui qu'il ne va pas rester coincé là-bas, ça serait quand même bien dommage. Donc voilà, c'est le programme et les forces en présence. Et avant de parler de ce beau programme, donc quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc les agendas demain au Ciné-Tambour, si tout va bien, soirée retour à de la nature avec à 18h un programme de 6 courts-métrages et à 20h30 Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki, donc son premier long-métrage. Oui, c'est à l'occasion de la venue de l'exposition de Michel Blasi à la galerie Art et Essai, qui est organisée par le master métier et art de l'exposition, le master professionnel, et qui avait sollicité Ciné-Tambour pour un partenariat. Et donc comme Michel Blasi, c'est un artiste qui a l'air de travailler beaucoup sur le retour à l'organique, à la nature, sur les objets du quotidien, les objets électroniques qui se retrouvent comme cela, contaminés par la nature, sur les environnements urbains qui reviennent comme ça à leur état plus naturel. On est parti sur ces courts-métrages grossièrement expérimentaux. Il y a aussi du Bertrand Mandico sur son film Living Still Life, où il remet par l'image par image en vie des animaux morts, par exemple. Et puis, on s'est dit que avec les étudiants, le Miyazaki, sur cette
univers post-apocalyptique où la nature a un peu repris ses droits, comme cela, en contaminant par les différents organismes les restes de la civilisation humaine. C'était une belle façon de répondre à cette exposition. Effectivement. Thibaut. Il n'y a pas Cagliostro avant Nausicaa? Le château de Cagliostro? Oui, mais c'était pour la télé, non? Je crois qu'il c'était son premier film vraiment pour le cinéma et qu'il a un projet personnel de la part de Miyazaki. Donc voilà, sinon lundi prochain, autre double programme, mais au cinéma Arvor, dans le cadre donc de Revers, l'association de Comptoir du Doc qu'il a fait un duo avec l'association Clair Obscur. Donc ce sera 2 films d'une 50aine de minutes chacun. Le premier film, donc c'est à 20h15, 20h30 les séances. Le premier, ce sera Les Rendez-vous du samedi de Antonin Perret-Jadko, film qu'il a sorti l'année dernière et qui, comme beaucoup de ses derniers films, sont des moyens métrages qui sortent directement en vidéo. Là, en l'occurrence, c'est distribué par Shellac. Donc un film tourné en Bretagne avec Alma Jodorowsky. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le voir, parce que le film est quand même difficile à voir. Et donc le film sera en double programme avec La Rage de Pier Paolo Pasolini, qui, je vous le rappelle, aurait eu 100 ans la semaine dernière. Si des vilains fascistes ne l'avaient pas tué sur une plage de Ostie, probablement. Mais les théories courent, n'est-ce pas, mon cher Simon? Donc voilà, ce sera lundi prochain. Sinon, donc ce week-end, à partir du 19 jusqu'au 22, c'est la fête du cinéma. Vous allez pouvoir avoir plein de films au cinéma à des prix modiques, en fait, au prix auquel devrait être une place normale de cinéma, finalement. Et donc, de toute façon, à voir, vous irez surtout voir ou revoir le dernier film de Steven Spielberg, donc The Fabelmans, qui est absolument fabuleux. Tu l'as vu, Simon? Oui, un peu plus de réserve. Voilà, mais vous ne partagez pas l'enthousiasme. Effectivement, aller le voir pour autant. Oui, effectivement. Donc voilà, parce que sinon, dans les sorties de cette semaine, beaucoup de choses, mais pas vraiment la folie. En tout cas, plein de trucs dont on ne parlera probablement pas. Il y a La Chambre des Merveilles, le nouveau film de Lisa Azuelos, la réalisatrice de LOL, avec Alexandra Lamy, dont le fils se tombe dans le coma. Elle va essayer de réaliser tous ses rêves, dont aller au Japon. Elle a réalisé entre-temps depuis LOL. Ouais, elle a fait le remake de LOL, un film sur Dalida. Elle a fait le dernier film avec Sophie Marceau qui se passe en Amérique pour montrer que Sophie Marceau, à 60 ans, elle peut encore se taper des jeunes. Et il y avait un autre truc entre-temps avec François Cluzet. Voilà. T'es au point sur les films. Ah bah attends, je travaille. Sinon, il y a un film qui s'appelle Sage Homme, sur un jeune homme qui veut être donc sage-femme, avec Melvin Boomer, c'est son vrai nom, qui jouait Joe Star dans la mini-série sur NTM Le Monde de Demain. Donc il est vieux avant même de l'être. C'est ça exactement, Melvin Boomer. Je trouve ça c'est un pur blast par contre. Sinon, pour ceux qui aiment la bagarre, la science-fiction et les films probablement nuls, il y a 65, La Terre d'avant, avec Adam Driver qui va combattre contre des dinosaures. Voilà. C'est de qui celui-là? Personne. Il va mettre en avant ses gros muscles de Marines. Oui, probablement, ouais, je pense. Sinon, réalisé par Elizabeth Banks, un film qui se tape une petite hype juste à cause de son titre, et apparemment c'est tout pourri, mais c'est pas très étonnant. Et c'est aussi le dernier film de Ray Liotta, c'est Cocaine Bear, qui a été rebaptisé en France Crazy Bear. Visiblement, c'est une grosse arnaque parce qu'ils répondent pas du tout au titre du film. Et ils perdent leur temps à dévier sur des personnages secondaires, à plus savoir qu'en faire. 2 heures. En plus. Sinon, il y a un film de danse, Ouria, avec Lina Koudry, qui était il y a quelques semaines au Ciné TNB. Il y a un biopic de Emily Bronte, Emily. Il y a, pour Thibaut, qui est musicien éphémère, le concert, qui est un concert avec Grand Corps Malade et Ben Mazoué, pour les amateurs de rock'n'roll. C'est qui Ben Mazoué? C'est un mec qui fait la chanson française abominable. Okay. Abominable. C'est-à-dire que même France Inter en aurait honte, quoi. Okay. Sinon, il y a 2 documentaires, j'espère qu'ils passeront à Rennes, mais je ne suis pas sûr. Il y a le nouveau film de Laura Poitras, Toute la beauté et le sang versé, donc j'espère qu'il passera à Rennes. Primé à Berlin. Primé à Berlin, ouais. Il y a un autre documentaire distribué par Carlotta, Italia, Le feu, la cendre, film qui en fait réunit, compile et a restauré plusieurs films tournés en Italie entre 1895 et 1920. Donc voilà, pour un peu raconter l'histoire de l'Italie donc du début du siècle. Ça a l'air tout à fait beau. Pas vraiment sûr que ça passe chez nous, malheureusement. Donc voilà, c'est le programme. On ne parlera pas du tout de ça la semaine prochaine, mais nous parlerons notamment du dernier film de Clément Cogitor, donc c'est Goutte d'or, qui est sorti il y a 2 semaines. Et on parlera de films polonais très joyeux pendant la Seconde Guerre mondiale.
Est-ce que je peux ajouter la mini rétrospective Bong Joon-ho au TNB? Oui, effectivement. Avec déjà depuis quelques jours le The Host qui ressortait nationalement en 4K. The Host, Parasite, Memories of Murder. Effectivement, qui profitent de l'appel d'air avec The Host pour être remontré à Rennes, notamment Memories of Murder qui avait aussi été restauré, il me semble, que j'aurai le plaisir de présenter à 16h30 vendredi. Ah bah très bien, écoutez... Juste avant d'aller voir des coups pour la Saint-Patrick, mon cher Simon, si vous... Mais voilà, effectivement, très grand film, Memories of Murder. Et il y a une autre séance au TNB, mais dont nous allons reparler évidemment juste après. Petite pause musicale et on va se tourner vers le cinémascope. Qu'est-ce que vous avez, la girafe? Alors, vous êtes en quoi comme format? Scope. Scope, oui, bah voyez, en fait, vous voyez, on voit pas la tête. Hein, donc, ça sera coupé. On verra pas les pattes, on verra pas la tête. Donc la girafe, non, je vous recommande pas. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Stéréo Total avec Cinémascope, précédé d'un extrait. Les cinéphiles l'auront reconnu, Des clés de bagnole de Laurent Baffy, son chef-d'œuvre, son seul chef-d'œuvre de 2003, malheureusement sacrifié en salle, parce que sortir entre Le Monde de Nemo et Le Retour du Roi, c'était peut-être pas la meilleure période pour une comédie française méta. Et donc, en tout cas, d'émotion et de méta, il va peut-être en être question à l'occasion du film et de la thématique et de la problématique, peut-être même, je dirais, puisque je suis avec des universités, on sait qu'ils aiment bien. Ça problématise beaucoup. Est-ce que ça solutionne? On ne sait pas, mais en tout cas, ça problématise. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Voilà, c'est ça. Donc, l'ouvrage De l'écran géant à l'espace domestique, histoire et esthétique des formats cinématographiques, donc édité au Pur sous la direction de Simon Danielou, présent avec nous, Roxane Amri et Grégory Vallet, qui aurait pu être avec nous si la SNCF on avait décidé autrement, mais donc malheureusement il ne peut pas être là. Mais donc de quoi que ça cause, et bien comme son titre le résume comme de manière assez habile, donc c'est une question de format de manière générale au cinéma, avec une approche donc historique, technique, et comment est-ce que tout ça s'imbrique pour créer justement des problématiques en termes d'esthétique, et donc que ce soit à la fois sur les multiples formats, les formats de pellicule, mais aussi les questions du numérique, évidemment la question donc que des canaux de diffusion avec les différents écrans, que ce soit des grands écrans de cinéma, des écrans de télévision, des écrans d'ordinateur, ou bien même sur des tablettes ou des simples téléphones maintenant. Donc essayer de brasser un petit peu tout ça, et c'est un livre collectif, donc il y a une quinzaine d'auteurs à peu près, entre 15 et 20 on va dire, en tout cas beaucoup de gens qui participent. Il y aura à la fois des textes critiques et théoriques, mais aussi plusieurs entretiens avec des professionnels, que ce soit des techniciens ou bien des acteurs du monde de la distribution vidéo. Il y a notamment un des patrons de Wildside qui est interrogé dedans. Et c'est en fait un livre collectif qui est en lien avec un projet de l'université Rennes 2, qui est le fonds que Boviala, qui avait été déposé il y a une petite dizaine d'années, je crois. En tout cas, moi dans mes souvenirs, parce que je crois que j'étais encore à la fac à ce moment-là. Donc je pense que c'est ça. Et donc Simon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que ce projet-là est né et s'est développé? Oui, effectivement, l'ouvrage a été en partie concerné par ce projet Boviatech, donc du nom de Jean-Pierre Boviala, ingénieur français, fondateur de la société Aaton, sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais par ailleurs, ce projet lui-même était adossé à un projet international entre Rennes, l'équipe de cinéma de Rennes, celle de Lausanne et celle de Montréal, Technes, qui déjà depuis effectivement un peu plus d'une dizaine d'années s'intéressait aux enjeux techniques pour renouveler les études esthétiques notamment et historiques sur le cinéma. Et idéologiques. Et bien sûr, ça brasse et les enjeux économiques aussi rentrent en ligne de compte, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de simplement élaborer une nouvelle caméra, parce que les formats même des caméras, le fait qu'elles soient plus ou moins portables, plus ou moins liées à tel ou tel champ de production d'images, du cinéma amateur au cinéma professionnel, rentrait aussi dans cette désignation des formats. Eh bien, c'était donc effectivement adossé à ce programme de recherche qui nous avait attiré l'attention des chercheurs de Rennes 2 sur l'intérêt de renouveler les approches par la conscience qu'on peut avoir du type de caméra ou autres qui ont été utilisées sur tel ou tel film.
Il y avait eu une série de journées d'études, en fait, notamment dirigées par mes collègues Roxane Amri puis Grégory Vallet. Moi, j'avais participé à l'une d'entre elles en tant qu'intervenant. Alors, j'étais intervenu sur la question ce retour en avant, cette remise en avant du cinérama, qui est un procédé à triple caméra et triple projecteur. Triple écran, quoi. Et qui projette 3 images sur un écran géant dans certaines salles américaines des années 50, quand à ce moment-là, l'industrie essaye comme cela de lutter contre la désertion des salles qui s'amorce déjà assez franchement dans les années 50. À l'influence de la télévision, notamment l'implantation de la télévision dans les foyers américains. Ce qui n'est pas la seule raison, mais qui est une des raisons principalement évoquées. Parce que la télé est couleur assez tôt aux États-Unis, dans les années mi-50, les foyers s'équipent. Et donc moi j'étais intervenu, et puis ensuite mes collègues m'avaient proposé d'organiser une journée dans cette lignée-là. Et j'avais porté mon attention sur l'autre bout de la chaîne, donc plutôt et puis à une époque contemporaine, la question des DVD et de la diffusion des films dans des formats singuliers qui a été franchement... notre rapport au format, je pense, en tout cas moi en tant que cinéphile de cette génération-là, a été beaucoup marqué par ce nouveau support qui était la vidéo numérique via le disque DVD, parce que en fait mon attention à tout ce qu'on peut faire au film et ce qu'on peut aussi abîmer dans les films en passe par le respect ou non des formats d'origine, et c'est en regardant tout simplement les jaquettes de DVD, c'est quoi widescreen, letterbox, pourquoi ce film a l'air plus mis en avant, parce qu'on l'avait jamais vu comme ça, et il est pas en pan and scan, etc. Et c'est ça qui a commencé à aiguiser mon regard déjà il y a 10-15 ans. Et donc quand l'occasion s'était présentée de faire une journée d'études, je l'avais faite là-dessus, et c'est à cette occasion que qu'on avait échangé, je ne sais plus comment ça s'était fait, Simon, mais peut-être plus tard, je pense encore. En tout cas, c'était l'occasion aussi pour Simon d'intervenir sur un sujet qui lui tient à cœur, le western, et comment lui aussi a connu ces évolutions des formats dans les années 50, et comment après, a posteriori, dans les années 2000-2010, quand il s'agit d'éditer ces mêmes films sur des supports vidéo, comment on retrouve la version d'origine qui n'existe jamais évidemment au cinéma. La version la plus fidèle possible. Mais qui est souvent fidèle à quoi? En fait, à l'expérience des spectateurs. Peut-être Simon pourra en parler. Ouais. Et donc juste pour finir sur l'organisation de l'ouvrage, c'est notamment une somme d'abord de contribution, de communication à des journées d'études qui ont ensuite été rassemblées, et une cohérence se dégageait déjà de tout ce qu'on pouvait faire dire à cette question de format. Tout en y associant des commandes, bien sûr. Il y a souvent dans ces ouvrages collectifs, on passe quelques commandes pour compléter certains aspects qui sont pour l'instant restés encore dans l'ombre. Et on tenait à ce que la parole, tu l'as dit tout à l'heure, de quelques praticiens soit présente, notamment parce que pendant ces journées d'études, souvent ils étaient invités lors de tables rondes, par exemple. Et puis on a eu des entretiens plus ponctuels pour compléter et essayer de brasser à la fois les époques, les types, ce qu'on entend par format, donc je le redis, le format d'image en projection, mais le format des pellicules aussi, c'est lié, le format même des caméras qui utilisent ces pellicules, les époques de la pellicule au numérique aussi, et puis les différents types d'intervenants, et les différents axes ensuite, l'aspect plus esthétique, l'aspect plus historique, quand on revient sur l'histoire d'un format qui s'est, par exemple le Super 16, qui s'est élaboré au cours de recherches à telle ou telle époque, remonter aussi plus loin dans le temps pour voir que ce à quoi on est sensible aujourd'hui, lié par exemple au DVD, à la VHS pour les plus anciens, au DVD, aujourd'hui ça a encore évolué bien sûr. En fait, c'est des questions qui sont parfois posées dès les années 20 sur le cinéma chez soi, via des projecteurs faits pour les foyers, par la firme Pathé par exemple. Il y a plusieurs textes de l'ouvrage qui portent là-dessus, on pourra peut-être en reparler. Parce que oui, c'est vrai que de toute façon sur cette question des formats, une fois qu'on commence à mettre la main dedans, on se rend compte que c'est quand même un bordel. C'est une jungle effectivement. Hallucinant, sous tous ces aspects. Là effectivement, tu parlais de la vidéo. C'est quand même très difficile, même si maintenant les éditeurs ont plus tendance justement à vouloir aller vers le respect de ce que pourrait être l'image originale, même si on ne sait jamais vraiment ce qu'est l'image originale, parce que à cause des restaurations qui sont plus ou moins foirées, où le grain de l'époque va être totalement enlevé, par exemple sur certains films. Il y a eu ça sur Massacre à la tronçonneuse, il y a eu ça sur Predator de McTiernan par exemple, et aussi donc des questions de format, des films qui sont passés en salle en Europe en 2.35 cinémascope, mais qui en Amérique étaient en
1,85 et qui en vidéo passe dans un format 2 par exemple, il y a une variabilité finalement de la forme même du film, juste sur cette question de format, au-delà même des questions de montage, qui arrivent constamment. Les films n'étaient pas au même format en VHS, en DVD, en Blu-ray, et puis maintenant, même quand les films passent sur des plateformes, il y a encore des variations qui arrivent parfois. Netflix s'est fait pas mal taper sur les doigts par rapport à ça. Je sais Amazon que, aussi énormément, qui recadre ses films. Le fameux effet de Dolan dans Mommy où l'écran s'ouvre pour montrer que le personnage respire et passe du format 1.1 qui est en plus assez rare, qui est vraiment le format vignette qui est pour une fois vraiment carré. On emploie souvent ce terme à tort et à travers, mais pour une fois c'était vraiment carré, et puis l'image s'étend pendant une séquence qui montre qu'il respire enfin au sens propre et au sens figuré. Et il me semble que quand le film est passé sur Netflix, ils ont tout mis en 1,78, et Dolan était visiblement très en colère là-dessus. Ouais, parce que du coup, effectivement, en termes de question de respect de format, puis de respect de l'œuvre originale, qui en plus d'un film qui est quand même récent, qui a moins de 10 ans, c'est vrai que c'est hallucinant. Et donc, sur des vieux films, le massacre a souvent été plus fort, parce que je sais que je crois qu'on avait déjà parlé avec Simon le jeune sur la question des westerns par exemple qui sont filmés en scope et qui lors de leur passage télé sont recadrés en 1.33 avec ce magnifique effet qui est le pan and scan, où c'est pas qu'on enlève les bandes ou les caches, c'est qu'on zoome dans l'image, et on zoome 2 fois dans l'image. Moi, par exemple, c'est pas un western, mais je me rappelle que la première fois que j'ai vu La Chair et le sang sur M6, donc le film est en scope, il était zoomé 2 fois dans l'image pour faire un beau 1.33 plein cadre sur un écran de télé 4 tiers, quoi. Et est-ce que ça se baladait un peu dans l'image après? Tu sais, il y a voilà, des c'est ça. Des faux travelling ou bien des faux effets de caméra pour qu'on voit en fait l'image, sinon il y aurait les personnages, il y aurait personne au milieu, comme dans Le Bon, la Brute et le Truand à la fin pendant le duel. Si le film est recadré en 1.33, on pourrait croire qu'il y a un fabuleux hors-champ qui se passe. Ouais, c'est mon premier trauma, ça, en tant que cinéphile. C'est ça qui a commencé à attirer mon attention là-dessus, c'est de me dire mais c'est bizarre, dans ce plan du Léon là, on voit pas les deux qui s'affrontent, parce Léon évidemment aimait ces cadrages extrêmes avec deux adversaires voire 3 d'un bout à l'autre du plan en techniscope, puisque il y a eu beaucoup de on parle pas aussi de ça. Et c'est ça qui finit par te rendre conscient qu'il y a quelque chose qui va pas là. Alors ça peut être lié aux masters qui circulent, qui ont d'abord servi pour les VHS, puis qui circulent à la télévision avec les télécinémas qui ont été faits de telle ou telle façon, et ça finalement ça produit un rapport socialisé au film qui devient extrêmement variable, qui s'ajoute à la variabilité originelle de certains films qui en fait ont jamais eu de version propre, parce que en fait fallait que l'industrie s'adapte immédiatement à tous les types de salles, à différents types d'exigences qui pouvaient se présenter, notamment dans le cas du western. D'ailleurs, je pense que ça continue. Il y a ça aux États-Unis, mais j'imagine qu'en France et tout, quand je vois tous ces films qui sont faits dans des formats qui sont autour d'1,85, etc. Le 1,66, le 1,77. Je n'arrive pas à savoir s'ils ont déjà été. C'est-à-dire que pour les Américains, on sait que c'était très confus et qu'ils ne savaient pas eux-mêmes entre, je sais pas, 53, 58, 59. Mais je ne sais pas si en France, en Angleterre, c'est pas après que ça se pose ces questions-là. Je sais pas, quand je vois les premiers films de Molinaro, etc., des fois je me demande si en termes de cadrage, ils n'ont pas cadré un peu plus large, en pensant en 1,37 en fait. Mais c'est vrai que sinon, pour revenir rapidement à cette confusion un peu, c'est assez compliqué maintenant pour les éditeurs de DVD aussi de savoir quelle version on choisit. Et alors là, c'était l'exemple des westerns, mais ça marche aussi avec le film noir, où je regardais un peu aussi les différences, mais quelle était la version qui avait été choisie en fait au tout début dans le studio, en se disant est-ce qu'on va le passer à tel format, et ce que disait Simon tout à l'heure, c'est que même ça savait pas trop, donc il fallait que ça soit prévu pour plusieurs salles. Je crois que c'est Criterion, quand ils avaient sorti sur les quais de Kazan, ils montraient que le film avait été pensé pour 3 types de formats. Et il y avait les 3 montages sur le Blu-ray de Criterion. Oui, c'est ça, ouais. En 1,77, en 1,85. Ouais, ça peut jouer vite sur l'appréciation de l'inscription des corps dans l'espace, vis-à-vis du paysage, des rapports entre les décors entre eux. Et pour certains cinéastes, ça va avoir évidemment un impact dans les jeux de regard, dans la gestion de ces corps et de cet espace et des rapports pour faire passer des idées de mise en scène. Donc c'est un enjeu en fait crucial, sensible même. À propos de corps, excuse-moi, de hors format, il vient de nous rejoindre, donc c'est le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Donc voilà, donc le hors format
et de quelqu'un qui ne rentre pas dans un cadre de cinémascope tellement il est plus grand que nature. Que la chausscope. Il rentre que les cadres de la si chausscope. je suis mort. Et voilà, Éventuellement. c'est ça. Comme disait donc Fritz Lang, qui n'aimait pas les formats longs, les formats larges. Le cinémascope, il le dit dans Le Mépris de Godard, c'est fait pour filmer les serpents et puis les enterrements. D'ailleurs, Fritz Lang, une des rares fois... Je soupçonne que c'est un peu de la provoque gratuite, cette phrase. Enfin, moi, je me suis toujours dit, ouais, c'est ça, mon gars. Une des rares fois, il aura C'est fait ça, mon gars. un film en scope. Donc, Fritz Lang, Les Contrebandiers de Moonfleet, merveilleux film d'aventure. Il en fait exprès de foutre tous ses personnages au milieu, histoire de bien montrer qu'il en a rien à foutre du cinémascope. Il a aussi un de ses derniers films américains, L'invraisemblable vérité, qui connaît aujourd'hui deux formats, l'un académique, donc plutôt étroit, 1,37, je cite ça de tête, et puis un autre qui doit être chaoscope, donc un dérivé, un peu un sous cinémascope, Oui, parce que c'est et qui est très large. Sur toutes les questions de scope, il y a eu plein de variations. À peu près tous les pays ont fait leur propre système. Alors, parfois avec des brevets en fait repris, mais ils changeaient le nom. Voilà. Parfois ils ont élaboré le Sovietscope, par exemple. Le showscope. Le showscope, voilà. Le dialyscope, qui me semble est le format des 400 coups. Oui, alors en France, il y a eu des choses. Il y a le Franscope, le mépris, c'est en Franscope. Et puis le Pierrot le Fou, en revanche, ça va être Techniscope. Ça va être la firme italienne Technicolor qui l'a développé. Et au Japon, alors c'est pareil. Ils ont, c'est la foire à saucisses. La Dai s'est emparée du système VistaVision, mais qui est de très bonne qualité. Tooscope, Grand Scope pour la Shochiku. Enfin, ils ont tous. Mais parfois, en fait, tu te rends tous les compte que derrière, c'est le avec brevet américain. Ouais. Et puis parfois, ils ont vraiment élaboré eux-mêmes les choses. Et on peut évoquer d'ailleurs le Canadae qui s'est un peu mordu les doigts en s'investissant sur le système VistaVision qu'avait élaboré la Paramount aux États-Unis en 54 et qui était un très beau système, mais qui coûtait très cher puisque donc c'était un système à défilement horizontal de la pellicule. Donc l'image n'était plus sur un défilement vertical sur des photogrammes sur 4 perforations. Sur 8. On se retrouvait sur 8 à défilement vertical, mais ça supposait de changer les projecteurs en salle aussi, avoir ce défilement aussi au moment de la projection. Et la Paramount y a mis l'argent, il fallait que les banques soient derrière, il fallait que les Rockefeller et compagnie aux États-Unis investissent pour l'équipement des salles. Je crois qu'il y a quand même eu, j'aurais dû vérifier avant de venir, mais je crois qu'il y a quand même eu 2500 films en VistaVision, ce qui est quand même gigantesque. Dont des trucs pas trop dégueux, il me semble qu'il y a du Hitchcock en VistaVision. Donc ils ont fait porter quand même à coup de... Ils ont essayé vraiment de maintenir le truc, et l'image avait une très belle profondeur de champ par rapport au cinémascope qui n'est pas de bonne qualité en fait. Il y a peu de profondeur de champ, il y a des déformations sur les côtés à cause de la lentille anamorphique, mais pour autant ça a fini par capoter. Et quand la DAE s'est dit on va faire un beau système, ils ont repris le VistaVision, puis ils ont fini par laisser tomber parce que ça leur coûtait trop cher. Oui, parce que de toute façon, c'est vrai qu'il y a aussi cette question qui rentre dans la question des formats, qu'ils soient larges ou non. De toute façon, c'est la question du réseau de distribution des films et puis de projection. C'est-à-dire que pour réussir à faire accepter à un parc de salles qui s'est fixé plus ou moins sur un format de projection ou sur un type de pellicule, devoir le changer entièrement pour une certaine sorte de film ou une certaine genre de production, c'est quand même un coût important. Et c'est comme le passage au numérique des salles fin 2009, début 2010, au moment du Avatar de James Cameron. Ça a été extrêmement compliqué, mais c'est vrai que si les gens voulaient avoir le film dans le meilleur format possible avec la 3D, c'était obligatoire finalement de le passer en format numérique. Ce qui fait que le parc de salles mondial a été changé extrêmement vite, mais ça faisait quand même plusieurs décennies que globalement il avait très très peu changé. Mais parce qu'il faut avoir soit un film qui soit tellement porteur ou tellement fort que ça incite tous les acteurs du métier à voir la manière de diffuser le cinéma autrement, ou alors il y a vraiment des vraies réticences en termes commerciaux parce que ça a quand même un coût hallucinant. Ça reste à chaque fois des paris, mais même c'est vrai qu'il y avait une longue période qui s'était écoulée sans beaucoup de changements, mais l'histoire du cinéma reste un éternel recommencement, au sens où c'est pas forcément le même enjeu qui cristallise l'attention, mais ça rebat les mêmes cartes économiques, esthétiques, l'ambition des producteurs. Sachant que moi j'ai toujours eu l'impression que le grand public... je pense que c'est pas du tout concerné par les histoires de format. Non, une fois qu'il se convainc lui-même, c'est-à-dire qu'il l'a choisi. Déjà, il suffit déjà de voir, penser qu'il y a des gens déjà qui regardent des films sur des smartphones déjà en termes de format. Alors là, je ne parle pas de format de pellicule, mais juste de taille d'image. Bon, déjà, on sent bien que c'est pas forcément leur importance. Et puis surtout, le truc, c'est. Sauf qu'il y a des films maintenant qui sont faits spécifiquement pour le format écran de téléphone. En fait, moi, je pense que la prise de conscience des formats, en fait, pour moi, elle est récente. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où le numérique a permis justement de passer d'un format à l'autre, à un autre à l'intérieur d'un même film, que tout d'un coup les gens se sont rendus compte que le cadre de l'image
n'était pas forcément le même d'un film à l'autre. C'est un moyen d'expression. Voilà, et que c'était un moyen d'expression, Oui, que ça parce voulait que- dire quelque chose. Parce qu'en fait, moi je sais, moi je vois bien avec les étudiants, le 1,37, le 2,35, éventuellement, je veux dire, ceux qui sont le plus avertis, ça fait la différence entre un 4 tiers et un 16/9, parce qu'ils appellent ça comme ça de toute façon. C'est marqué comme ça sur les c'est jaquettes de marqué comme DVD. ça, c'est marqué comme ça sur les télécommandes. Mais par Oui. contre, les nuances, les histoires de pan and scan et tout ça, enfin généralement les étudiants, ils découvrent Et on vraiment en a ça morflé avec- du pan and Ah scan, bah, nous. Hein. Il faut dire que c'est une sacrée jungle quand même. Et un film récent, pour parler de films récents qui s'emparent de ça, que je crois que vous avez étrillé probablement à juste titre, même si le blonde de, Ah oui, Andrew qui Dominique. vient de rafler un radio, Oui. il me semble. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein de... Se De la pose- pire actrice, alors que c'est peut-être le point le plus positif du film. Ah non, c'est pas ça le problème du film. Non, c'est le reste. C'est- Et ouais, mais c'est un autre pondu. point positif, c'est que je m'attendais au gimmick du changement de format à tout va Oui. pour faire genre 2. Et en fait, je pense que c'est plutôt pensé sur le plan esthétique. Moi, je trouve que c'est le point fort du film. C'est que même si ça vole pas forcément haut, il y a une vraie raison au passage à un format plus large, ou tantôt un format plus étroit, plus resserré. Tantôt il est en portrait, tantôt il s'intéresse à l'inscription du corps allongé dans l'espace, dans la scène sur la plage par exemple, ou parfois c'est l'affiche, à ce moment-là c'est plutôt vertical, il faut que l'affiche du film tirée du film de Billy Wilder, ces temps de réflexion, soit mise en avant, donc le cadre est plus étroit parce que ça va passer par un panoramique vertical. Donc je trouvais qu'au moins là-dessus, le film s'était enfin emparé de l'intérêt qu'il y a et la facilité aussi que permet le numérique de changer de format assez régulièrement. Les seuls cas autres qu'on a pu citer, ça restait assez ponctuel. Je sais que Wu Xiaoxian l'a fait une fois dans The Assassin, où il voulait faire jouer à un personnage un instrument de musique chinois qui est très allongé. Et il n'avait pas envie de changer sa composition. Enfin, il n'avait pas envie de couper l'instrument par son format académique 1,37 par ailleurs. Et donc, en cours de projection, le format change un bref instant, le temps d'un flashback. Donc voilà, il s'est posé une question de composition. Est-ce que ça sert mon propos? Mais ça restait assez ponctuel. Il y a peu de cinéastes qui... Il y a un vrai retour au format un peu plus à l'ancienne, le format académique est à la mode aujourd'hui, on le sort un peu à tout va, le format 1,37 assez étroit. Mais est-ce qu'il y a un projet esthétique derrière? C'est pas toujours le cas. Surtout que là, en plus, tu parles du film de Wu Xiaoxian, où pour le coup, c'était vraiment en termes de format d'image, en termes de représentation de choses qu'il voulait montrer. Alors que souvent, quand dans des films, il y a des changements de format, souvent c'est entre le 1,66 et puis le scope, comme dans La mauvaise éducation de Pedro Almodóvar, c'est pour montrer une époque différente, justement, soit un genre de retour dans le passé, voilà, un marqueur temporel. Il y a un petit côté filtre Instagram, c'est ça qui devient. C'est pas qu'à la nature de l'image, du coup, c'est le format. Ce que je trouve marrant, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose de vachement nouveau, parce qu'en fait, c'est visible. Mais alors qu'en fait, tu regardes dans le cinéma classique des histoires de changement de cadre, enfin des changements de format, mais qui ne sont pas des changements de format de pellicule, qui sont des changements dans la composition du cadre et qui permettent justement, à partir par exemple d'un film en 2,35, d'avoir des plans en fait qui vont être en 1,37 parce que t'as coincé tes personnages au centre de l'image et puis t'as mis des surcadrages. Et avant c'était par le surcadrage qu'on faisait sentir justement les questions de taille d'image en fait. Alors que maintenant c'est vraiment la matière même en fait qui devient l'outil pour ça. Il y a d'ailleurs une ouverture récente, je finis juste là-dessus, sur le film X. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Alors pas le film X, le film Borno, sur le film virgule, le film X entre guillemets, qui sauve comme cela en fait, où un surcadrage à l'intérieur d'une maison donne l'impression que le film va être en format académique, donc évoque plutôt, je sais pas, du Super 8, on sait pas trop quoi. Et puis en fait, le travelling avant fait que l'espace s'ouvre, qu'on comprend que du coup il y a des voitures. Ce que John Ford faisait déjà au début de la Prisonnière du désert. Ça convoque un peu les cadrages à la Ford. Et là, par exemple, justement, la Prisonnière du désert, c'est un très bon exemple justement de faire sentir le cinéma. J'imagine que vous en avez déjà parlé. En fait, non, pas encore, justement, on ne sait pas quel est le format en fait, de la Prisonnière du désert. Il existe plein de formats différents. Comment ça, on sait pas. On ne sait pas exactement quel est le format original. Ouais. Alors pour moi, c'est un format panoramique. Alors peut-être après quel type de panoramique, mais pour moi, c'est pas un film qui est prévu en 1,33. 1,50 a priori. La source la plus précise qu'on aurait, ce sera 50, mais on n'est même pas sûr en fait. Parce que je trouve que l'effet, ça marche. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que le début du film, je trouve que ça marche bien. C'est-à-dire, ça commence en 1,33 et puis tout d'un coup. Alors là, moi, c'est probablement un des meilleurs exemples. Moi, c'est un exemple que j'utilise toujours pour dire qu'est-ce que c'est rentrer à l'intérieur d'un film. Et rentrer à l'intérieur d'un film, c'est évidemment c'est rentrer à l'intérieur d'un format de film aussi, quoi. Et là, je trouve qu'il fait, tout d'un coup, clac, t'as le paysage qui arrive, et là, t'as le sentiment d'espace, mais qui est matériel, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que je suis très étonné que ça soit c'était prévu à la 50, mais peut-être que oui. Si tu le resitues dans la progression des films de Ford, vu qu'il a beaucoup appris à cadrer Monument de Vallée en format académique. Mais bien sûr, voilà, c'est ça. Après, il a aussi la pression des studios, probablement, qui l'oblige de toute façon à faire du format large désormais, et il est sûrement tiraillé
tiraillé entre ses Ouais, envies de parce départ. qu'il doit justement pas savoir exactement dans quel format il sera passé. Sans parler du fait que c'est le chef-op aussi beaucoup qui doit influencer ça. Ouais. Bah, c'est vrai que des fois il travaillait en amont, le producteur avec un chef-op et le scénariste sur ces films-là quand ils discutaient du format. C'est venu assez tôt en fait l'idée que le format en fait le choix d'un format avant était travaillé avec le scénario en se disant finalement si on crée un univers fictionnel il faut qu'on ait déjà notre format. Alors ça dépend pour certains films. Ce qui est marrant c'est que c'est parfois complètement en apparence contradictoire, c'est-à-dire que dans les formats panoramiques notamment le cinémascope ou le 2.35 c'est toujours associé à l'idée d'une ouverture du cadre. Enfin, en tout cas dans l'inconscient collectif. Alors qu'en fait, moi je trouve qu'il y a des super films qui sont peut-être pas en 2.35 mais qui sont en format panoramique et qui sont au contraire des films de bouchage en fait. Et je pense notamment aux Innocents de Jack Clayton et La Maison du Diable de Robert Wise, qui sont des films en panoramique, si je ne me trompe pas, tous les deux, alors que c'est des films où la profondeur de champ est tout le temps bouchée par des éléments de décor. Alors, sauf qu'évidemment, ça a aussi un autre avantage, c'est que le fait que les écrans panoramiques déforment l'image, ça permet de donner ce côté baroque aussi et de donner ce côté surchargé au décor. C'est parce qu'ils ont un gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de profondeur de champ. Au début, elle marche très mal, ils peuvent être quasiment que sur un plan, c'est-à-dire ils ont 1 mètre de décalage. Et le premier film en cinémascope qui est réalisé, pas celui qui sort, mais c'est Comment épouser un millionnaire, sur 3 femmes qui sont dans un appartement et qui sont bloquées. Et même les séquences en extérieur en ville, elles sont tout le temps bloquées par la ville un peu et il y a très peu de profondeur de champ. Alors il y a quand même cette idée de voir une immensité, mais il y a en même temps ce côté ils savent qu'ils peuvent pas non plus dépasser beaucoup. Mais ça peut se retourner, de manière positive pour le film. Et je pense notamment, moi Les Innocents pour moi qui est un des meilleurs films britanniques des années 60. Et justement toute l'épaisseur, la profondeur du noir, en fait, la profondeur de l'obscurité, en fait, tu la ressens très bien. C'est-à-dire que le décor, à mon avis, est beaucoup plus petit que ce que moi je vois à l'écran. C'est-à-dire que par le travail sur la lumière. C'est quand même Freddy Francis qui fait la lumière, donc qui sait un peu de quoi il parle. Et j'ai toujours trouvé que ce film-là, il y a un truc avec l'obscurité. Enfin, c'est un des films qui montre le mieux, je trouve, l'obscurité. Et je trouve que le format enrichit cette sensation. Ou alors aussi, tu peux aussi le prendre dans le sens inverse, où ce format-là, je l'aurais un peu imposé. Donc du coup, il le surcadre aussi, mais par des jeux d'ombre et de lumière. En fait, c'est par l'éclairage qui vont laisser une zone dans l'ombre parce que ça les encombre un peu d'avoir une image si large. Donc ce qui est bien, c'est quand ils s'en emparent et qu'ils produisent. Parce qu'une contrainte devient une richesse. Exactement. C'est intéressant parce que souvent on se dit que le film noir il disparaît un peu avec ses formats, et notamment en scope. On dit que c'est impossible parce qu'au début le scope, ils ont pas les pellicules peuvent pas avoir assez de lumière en fait, donc ils peuvent pas travailler en clair-obscur. Donc c'est marrant. Après ça c'est les années 60, donc ça s'est amélioré quand même. C'est un peu amélioré, mais du coup ils doivent recréer une ambiance qui serait un peu très noire, enfin très sombre avec des clairs-obscurs qui vient. Le coup de l'escalier, il était pas en panneau celui-là. Non, il est un format académique. C'est un 37. Il a probablement été diffusé dans des formats un peu plus larges. Tu vois comme quoi c'est vraiment une histoire de ressenti aussi, parce que tu vois le coup de l'escalier, moi j'ai trouvé qu'il y avait un super beau boulot sur la profondeur de champ, alors tu vois et tu vois dans ma tête j'aurais dit de mémoire c'est un format panneau, alors qu'en fait tu me dis que non quoi. Non. Donc ça montre bien que il y a une différence entre le format et le travail sur la profondeur de champ aussi quoi. Mais globalement on disait quand même pas mal que le 20-37 visait la profondeur de champ. Au format au début ils n'arrivent plus à l'avoir, et puis peut-être qu'après ils trouvent des techniques. Je crois que c'est Sturges et Fleischer, enfin en tout cas dans le cinéma d'action américain, John Sturges, qui vont se poser plein de questions pour arriver à recréer un peu de profondeur de champ. Et je pense surtout Fleischer qui a toujours été avec 20 milieux sous les mers, etc., qui s'était finalement, c'est génial le cinémascope parce que j'ai l'impression d'être comme au théâtre. Donc ça c'est un terme qu'on retrouvait souvent. Il dit mais ça m'oblige à penser vraiment une composition perpétuelle, et il dit même si on a des problèmes de faire des mouvements dans le plan plutôt que des mouvements de caméra. C'est ça, et lui il bouge quand même. C'est-à-dire qu'il a cette idée de mouvement, mais il essaie de bouger sa caméra et notamment de la faire avancer et reculer pour donner une impression un peu de profondeur en fait dans l'espace. Et notamment il fait beaucoup de mouvements un peu arrondis, c'est-à-dire qu'il va faire un travelling et puis d'un coup il va faire un panoramique en même temps. Comme McTiernan. Pour donner l'impression qu'on n'est pas vraiment face à une scène, même si lui là. Et c'est rigolo parce que justement, alors je pense à des cinéastes un peu contemporains comme David Lean. Alors moi, David Lean, ça m'a toujours fait rire. Je me suis dit, mais David Lean, évidemment que le mec, il peut que utiliser ça comme format. Il passe son temps à faire des films avec des trains, je veux dire, ou faire des films avec des ponts. Ah, évidemment, si tu fais des ponts avec des trains, des attaques de chameaux. Voilà, je veux dire, alors de temps en temps, il y a un film avec Robert Mitchum. Alors là, ça pose un peu plus de problèmes parce que Robert Mitchum, c'est plutôt de la verticalité, quoi, parce que c'est un grand type. Mais voilà, mais sinon, c'est vrai que David Lean, c'est vraiment les films à train et les films à pont, et parfois les deux en même temps. C'est même l'objet d'un gag dans Family Guy, dans la série Griffin, que je cite dans mon texte. Tu vois, il n'y a pas que des textes sérieux. Je cite même les Griffin dedans, où il y a un gag sur le film, la diffusion à la télévision de Laurence d'Arabie. Alors ils inventent un format, le super
Super Ultra Panavision, je sais pas quoi, et puis l'image apparaît, c'est tout noir, t'as une fine bande de lumière du décor dans le paysage, en fait dans le désert de Lawrence d'Arabie, parce qu'il reste plus rien sur une télé si le ratio d'origine est respecté. C'est vrai. Donc, en attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Grabuge avec Perdu d'avance. Et Perdu d'avance, c'est peut-être ce qui est arrivé à l'histoire des formats. Donc on parle de ce maelstrom d'images, de formats différents et de pellicules ou bien de numérique, histoire longue et très compliquée. Donc parce que dès le début, c'est la guerre entre les différents fabricants et les différents producteurs de films, chacun essayant d'avoir un genre de monopole presque sur le format de diffusion le plus large possible. Donc ça commence par le format 1, après le 1.33, le 1.37, le 1.40, le 1.50, le 1.66, le 1.77, et tout ça jusqu'au format 2.85 et encore les giga grands formats qu'on a maintenant comme l'IMAX 70 mm. Donc une foire à la saucisse pas possible. Et puis il y a Dalton Trumbo qui, moi je me souviens, j'avais vu des images qui bossaient sur une... Douglas Trumbull. Douglas Trumbull, par contre. Pourquoi Dalton Trumbo, Trumbo, c'est scénariste. Non, je n'aurais aucun lien. Fils unique. Mais Douglas Trumbull, oui, qui travaillait sur une espèce de truc panoptique. Exactement. Qui avait l'air vachement intéressant. Aussi dans l'ouvrage, justement. En tout cas, auquel Grégory Vallet, qui a co-dirigé l'ouvrage, effectivement, a consacré un documentaire où il aborde ce système élaboré avec lui, il y a cet ingénieur. C'est vrai qu'en fait, on peut remonter dès j'allais dire presque la fin du 19e ou le début du 20e. Il n'y a pas de standard au départ. Quel format de pellicule on va utiliser, pourquoi le 35 mm s'est imposé, on découpe une bobine de 70 en 2 ou une bobine de 35 en 3, ça fait du 9.5. Le 9.5 aussi, c'est pas mal développé, notamment dans le cinéma amateur. Enfin, les choses, en fait, elles se standardisent parce qu'à un moment, il y a des volontés, il y a des accords qui sont passés, il y a les banques qui sont d'accord pour soutenir ceci ou cela. Il y a des accords commerciaux, en fait, voilà, et pour que les films soient diffusés de manière plus simple. Mais il y a quand même quelques standards, effectivement, qui perdurent. Et évidemment, faut en revenir souvent à la pellicule qui reste le support jusque dans les années 2000 quasiment, et ce photogramme 35 mm, il a l'image de la bobine finalement, c'est l'image du puis cinéma. La place disponible dessus, il y a des perforations. Plus tard, au moment du passage au sonore, il y aura une piste mono, puis parfois plus. Quand le son deviendra numérique, où est-ce qu'on case l'information numérique? Alors, ça sera au niveau de l'interimage, entre deux photogrammes, ou sur les côtés, entre deux perforations. Enfin, c'est aussi un support très concret, hein, donc la place n'est pas infinie, et c'est aussi beaucoup dépendant de ça. Lorsqu'il y a une transition qui est intéressante, c'est le passage au cinéma sonore. On a un cinéma en 1.33. Où là aussi, en plus, avec le cinéma sonore, il y a eu toutes les questions de systèmes de prise de son différentes ou de formats différents de son. Effectivement, le son sur disque, le son optique sur pellicule. Et quand il s'agit de mettre ce son optique sur pellicule, ce signal donc sonore sur la pellicule optique, on se retrouve à grignoter bien sûr la place de l'image. Donc on se retrouve, alors c'est des films intéressants, il faut penser à M le Maudit par exemple de Lang ou aux Lumières de la Ville de Chaplin qui sont en 1.20, 1.19 parce qu'on s'est mis à grignoter le 1.33 mais ça devient vraiment petit et donc là notamment l'Académie, la Motion Picture Academy qui est derrière les Oscars etc. Reconfigure la pellicule, on joue un peu sur l'espace restant et puis on retrouve à la fois cette piste audio, mais aussi un photogramme qui a retrouvé un ratio 1.37. Donc 1,37 fois plus large que haut. C'est marrant de voir comment à l'époque, comme il n'y a pas la télévision, l'idée de réduire le format, ça passe pour... c'est un problème, quoi. C'est-à-dire que quelque part, on perd de la surface, quoi. Donc les gens n'ont pas pour leur argent. Puis, alors qu'une fois que la télé arrive... L'idée qui va réduire la taille de l'image. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il ne faut pas se limiter effectivement à la largeur géométrique. C'est aussi le fait que plus une image un photogramme est large, plus il a d'informations. Donc c'est pour ça que l'image VistaVision est beaucoup plus belle aussi parce qu'il y a plus d'informations. Se développe sur 8 perforations et donc ce qui fait que quand tu scannes une copie aujourd'hui pour une restauration numérique VistaVision, tu auras beaucoup plus de données de base. Qui feront que tu pourras en tirer beaucoup de choses. Des belles copies 35, elles sont très riches, elles valent du 2K, parfois plus. Ça dépend aussi de l'espace que tu as réservé aux grains d'argent, en fait, qui peuvent être plus ou moins gonflés. C'est pour ça que quand tu passes de formats plus
semi-pro ou voire amateur et que tu les gonfles du 16 mm au 35 mm parce qu'un film a un certain succès et que tu veux qu'il ait une bonne exploitation en salle, tu vas provoquer, tu vas perdre en qualité d'image parce que tu as du grain. Et inversement, il s'agit aussi de se dire mais comment on va diffuser tous ces films, par exemple en scope ou en format large dans ces années 50 où c'est la guerre vraiment des formats, pour tout ce qui est cinéma, ciné-club, qui sont pas forcément équipés de tout ça, les cinémas dans les classes et autres. Et donc, on fait le chemin inverse. On transfère des films en format particulier sur des pellicules 16 mm qui sont bien distribuées. Notamment le scope, les films anamorphosés en scope sont super vite passés en 16 mm. Alors, il y a notamment un texte de notre collègue Roxane Amri qui aborde ça, hein, la diffusion dans les ciné-clubs en France de tous ces films, notamment américains, pas que, mais notamment américains, parce que la France, c'est pas, on a évoqué des systèmes français tout à l'heure, mais c'est pas la dernière, par exemple, à se lancer dans le 70 mm. Alors, sans parler du fait que même les frères Lumière avaient une pellicule qui s'approchait. Playtime qui est en 70 Et voilà, effectivement, mm, dans les années 60, la France se lance là-dedans, alors avec La Tulipe Noire, notamment, donc avec Delon, et puis Tati, qui tourne de 64 à... Enfin, qui met... C'est en 64, années, mais ça sortira en 67, son Playtime. Et il a besoin de cette richesse d'information de 70 mm. Parce que la pellicule est beaucoup plus large. Et donc, quand il a ses compositions dans le restaurant, pensez à cette scène du restaurant, il y a des choses au premier plan, au deuxième plan, à l'arrière-plan. Il y a des petites scénettes partout. La richesse de l'image permet que l'œil voit tout ça. Et ça se sent tout de suite. Hein. Playtime au Cinoche, tu sens tout de suite la richesse de la composition. Je crois qu'il y a quelques tentatives d'équivalence, c'est pas évident, mais en termes d'information, il me semble que le 70 mm reste, je crois, supérieur au 4K. Ou en tout cas, on est dans des équivalences. Aujourd'hui, on ne parle plus que ça, le 4K, le 8K, mais 70 mm, une vraie copie dans des bonnes conditions, c'est extraordinaire. Je crois que c'est Fincher là, sur ses derniers films en numérique, c'est du 48K ou c'est bon. Et sans parler du son, 48K, ça n'a pas de sens. Enfin, de toute façon, notre œil est même plus déjà capable de voir la différence. Passer le 8K, ça n'a plus aucun sens, quoi, de toute façon. Et il faut penser aux systèmes sonores qui sont associés à cela, parce que j'ai parlé des pistes, mais aussi des systèmes. Je pense le VistaVision est souvent associé à un système qui s'appelait le Perspecta Sound, qui a été exploité aux États-Unis, mais aussi au Japon. Et alors c'est du son, c'est du mono, c'est annoncé comme stéréo, mais en fait c'est du mono. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que derrière l'écran, il y a plusieurs enceintes et le son semble se balader sur l'image. Et donc vous avez une image large en VistaVision, vous avez deux personnages par exemple à gauche et à droite, et quand c'est celui de gauche qui parle, le son vous le sentez vraiment venir de la gauche, puis ensuite ça bascule à l'autre, parce que c'est pas les mêmes enceintes qui diffusent cette piste-là. Et donc c'est très très impressionnant. De temps en temps, la Cinémathèque française propose via le Conservatoire des techniques des projections de copies d'origine. Alors parfois elles sont en mauvais état parce qu'elles sont servies, mais en revanche elles sont comme c'était à peu près à l'époque dans les années 50, 60, et ça nous fait nous dire qu'en fait on se berce parfois d'illusions en se disant on n'a jamais vu les films dans ces conditions, le numérique c'est incroyable, il y a des choses magnifiques, mais il y avait des choses extraordinaires à partir des techniques argentiques dès les années notamment 60. Ils avaient poussé déjà très loin ce qu'on pouvait faire avec les formats. Il faut savoir que l'IMAX c'est les années 70. L'entreprise canadienne qui l'élabore, ça remonte déjà assez loin, même si aujourd'hui on est dans le IMAX laser qui peut être un IMAX numérique. Il y a quand même des cinéastes qui reviennent à l'IMAX argentique, pellicule comme Nolan, Tarantino. Il me semble que Chazelle, justement pour First Man, j'ai un doute sur la séquence de la Lune, il faut que je vérifie, mais l'IMAX continue à... Notamment pour les séquences spectaculaires ou effets spéciaux, parce qu'il y a aussi un autre héritage, c'est ça, c'est... Où il y a ça du coup des fois dans les films, je pense notamment dans les films de Nolan ou dans les derniers Transformers de Michael Bay, ça alterne entre des plans en scope, on va dire classique, et des plans tournés IMAX justement où on change de format d'un coup d'un plan à l'autre, ce qui est quand même assez perturbant quand on les regarde chez soi en vidéo. Sinon Avatar 2 il n'y avait pas ça aussi. Avatar 2, le film était sorti en salle en format scope, et en vidéo en fait il a ramené un format 1.85 qui était plus proche de son format d'origine tel que lui l'avait pensé. Et Mission Impossible 6, pardon. Non, je t'en prie. Oui, Mission Impossible 6 aussi. C'était très bizarre avec un montage alterné de deux scènes de bagarre, une en IMAX et une en format scope, et c'est pas très agréable pour l'œil pour le coup, parce que tu changes, c'est la même vidéo scène, pour le coup c'est vraiment très perturbant. Et concernant l'usage des formats et leur lien aux effets spéciaux, ça remonte aussi aux années 70-80. Jean-Baptiste Massuet, un fidèle aussi de l'émission, a écrit un texte dans l'ouvrage qui porte sur les effets spéciaux de qui veut la peau de Roger Rabbit, et donc se poser la question de savoir comment
parce qu'on allait devoir comme cela passer par plusieurs générations d'images, puisqu'il faut que les toons soient intégrés à des images de prise de vue réelle. Et donc on refilme ce qui a déjà été filmé. Et il faut partir du coup d'une information la plus riche possible, parce qu'on va avoir une déperdition ensuite. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers le Vista. Ils ont échelé plusieurs choses, mais finalement ils se sont tournés vers le VistaVision qui avait périclité, je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça coûtait un peu cher, mais il a eu une deuxième vie d'une certaine façon pour les effets spéciaux, et c'était déjà le cas. Là on est en 88 avec le film de Zemeckis, mais c'est déjà le cas sur les Star Wars de Lucas. Le VistaVision a servi comme qu'ILM cela avait des besoin stats d'avoir d'effets spéciaux. un maximum d'informations sur une image, parce qu'ils allaient mettre plusieurs couches d'images différentes. Je crois qu'ils ont Et atteint puis le des record incrustations. avec le fameux plan de Retour du Jedi où à il y a tous les vaisseaux qui foncent. Et puis ils ont dit après on arrête, en fait on ne pourra plus jamais faire autant d'incrustations. C'est beaucoup trop compliqué. Mais Roger Rabbit, pour moi c'est un des films, c'est un des derniers grands films complexes d'effets spéciaux avant le passage au numérique. C'est-à-dire que c'est vraiment, moi je sais que je me souviens que quand je l'ai vu quand j'étais gamin, j'avais pas du tout conscience de ça, mais quand je me suis intéressé au film, j'ai regardé des making, enfin des scènes, moi je trouve ça génial ce qu'ils ont fait. Enfin moi non seulement c'est un film que j'ai toujours bien aimé parce que c'est un souvenir d'enfance, mais même maintenant à voir, tu te dis waouh, ça c'est le monde, c'est les derniers feux du monde d'avant les effets spéciaux numériques et d'avant la post-production sur ordinateur. Et il y a des scènes, parfois pour des détails, ils se sont emmerdés la vie pour des trucs qui sont au fond du plan, où c'est juste un personnage, un toon figurant qui passe, et ils ont prévu des accessoires, des vrais accessoires en vrai, qui sont manipulés par les accessoiristes, des bouteilles, des plateaux, des machins. Dans la scène du bar, dans la scène notamment où Jessica Rabbit chante, cette scène-là, elle est complètement incroyable. Parce que certains sujets ne supportent pas le tourisme, comme on dit. Ah bah pour le coup, non. Donc voilà, malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Donc sur les formats de l'écran géant à l'espace domestique, histoire et esthétique des formats cinématographiques aux éditions Pure. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Alors, juste avant de passer au coup de cœur, donc en lien avec la sortie de cet ouvrage, ce jeudi au TNB, donc 2 films sur des histoires de format, justement, à 18h, Per un pugno de dollari de Sergio Leone, donc qui passera à 18h. En Techniscope. Enfin, il sera en DCP ici, mais à l'origine, c'est un format Techniscope qui tient sur 2 perforations. Et donc à 20h30, First Man de Damien Chazelle, qui justement a des questions de format très large aussi, selon les séquences. Qui passe du Super 16 à l'IMAX en passant par le 35 mm et qui utilise notamment des caméras à Aton de la firme de Jean-Pierre Boviala qu'on évoquait en débutant l'émission, parce qu'il veut être dans l'intimité des personnages avant d'en arriver au spectaculaire ou grandiose de la Lune, de l'espace désertique, plutôt au pseudo spectaculaire, puisqu'en fait c'est ce que j'aime beaucoup dans First Man, c'est que justement c'est du spectaculaire déceptif. Bref, coup de cœur, Simon, rapidement. L'innocent de Garel, pas pour tout, mais pour certains aspects, notamment l'usage de la musique de Stelvio Cipriani. Très bien. Simon, moi, le jeune. C'est Milan Calibre 9, Fernando Di Leo, on reste toujours dans le style italien, et qui était écrit, je sais plus si c'est adapté ou écrit aussi par Sarbanenko. Dessus. Merci, docteur. Alors moi, je suis un très mauvais européen, donc moi, ça sera Terreur sur la ligne de Fred Walton, film américain de 79, qui est une curiosité. Film un peu fait très peur, moi, alors film bizarre en termes de structure scénaristique et de point de vue, par contre film avec des super scènes de home invasion et de harcèlement téléphonique. Oui, et les flashbacks du mec qui se rappelle ce qu'il a fait, ça m'a traumatisé. Si, c'est un film dont j'en avais parlé depuis longtemps, que j'avais jamais vu, donc belle petite découverte. Merci docteur. Thibaut. Moi ça va être Un ange à ma table de Jane Campion, film ultra maîtrisé dans ses aspects du biopic, notamment la voix off et le flashback, et ultra maîtrisé dans son émotion. On a la larme à l'œil tout le long du film, mais sans les grandes effluves. C'est absolument magnifique. C'est dispo en ce moment sur Arte. Exactement, merci. Et moi, dans un tout autre genre, ça sera un documentaire de 2015, donc Peace Park de David Boots, qui prend pour cadre la place de la Paix à Montréal, qui est à 2 pas du plus grand commissariat de la ville, se voit réunir les gens qui font du skateboard, des craquettes, des truands et des putes. Peace Park, c'est le parc de la pisse ou le parc de la paix? Le parc de la paix, mais il y a beaucoup de pipi dans le film. Documentaire hallucinant qui est en ce moment qui est dispo sur YouTube, et on se demande bien pourquoi, vu les images qu'on y voit. Un truc absolument fascinant, mais quand même un peu dégueulasse aussi, quoi. Merci beaucoup Thibaut à la mise en son de cette émission. Merci messieurs, merci beaucoup Simon et docteur d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut, bonsoir.